Bonjour à tout le monde. Je sais que les équipes travaillent fort de tous les côtés pour ce projet de loi. Donc, évidemment, la protection des aînés, c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors, le fait de baisser l'âge à 65 ans et puis de tenir compte de 125 du revenu admissible pour un loyer modique, ce sont des propositions qu'on appuie, qui auraient pu, je l'ai dit comme ma collègue, être déjà adoptées au projet de loi 31, mais tant mieux si c'est fait maintenant, ce sera fait. Ce qui m'inquiète peut-être un petit peu, puis on aura sûrement l'occasion d'en parler parce que j'imagine qu'il y a des études qui ont été faites pour vérifier ou des projections qui ont été faites, c'est le fait que, comme l'a dit la ministre, il faut agir sur l'offre de logement. Ça, tout le monde, c'est consensuel. On sait que ça nous prend plus de logements. Mais c'est le moratoire de 3 ans pour tout. Je crains qu'il y ait peut-être des effets négatifs sur le parc de logements. La SCHL prévoit que d'ici 2030, le déficit de logement va être titanesque. Alors, il faut que la cadence augmente, la cadence de mise en chantier. Alors, je crains un petit peu que le moratoire de 3 ans pas uniquement pour les personnes âgées, mais pour tout le monde, je crains qu'il y ait un effet. Donc, peut-être surtout sur les petits propriétaires d'immeubles de 6 ou 8 logements. Alors, on aura l'occasion d'en parler. Aussi, quand on parle de logement et puis d'offres de logement pour les aînés, il ne faut pas oublier qu'il y a les RPA. Il y en est question à l'article 9 du projet de loi. Mais les RPA, souvent, je dirais, dans l'imaginaire populaire, ce sont des institutions, mais ce n'est pas le cas. Une résidence privée pour aînés, c'est tout simplement un immeuble locatif qui est réservé aux personnes retraités de 60 ou 65 ans et plus et qui répond à un besoin parce qu'il y a des espaces communs qui permettent aux personnes de socialiser. Il y a un sentiment de sécurité aussi parce que c'est pas tout le monde qui peut entrer, sortir facilement. Mais avec les besoins que le réseau de la santé, les besoins auxquels le réseau de la santé ne peut pas répondre, de plus en plus les RPA sont comme amenés à s'assurer qu'il y a des soins ou du soutien à domicile qui est offert parce que au moment où les gens qui sont en RPA auraient besoin de plus d'aide et qui voudraient aller au CHSLD, bien, il n'y a pas de place, il y a une longue file d'attente pour entrer au CHSLD. Et c'est la même chose aussi pour du côté du soutien à domicile. Donc, il faut s'assurer que les RPA cessent de fermer. À l'heure actuelle, il y a en moyenne une fermeture de RPA aux 3 jours. Alors, il faut absolument s'assurer que ça cesse. Et donc, c'est une grande préoccupation. Et puis, il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues non plus pour que les RPA puissent arriver parce que toute la réglementation qui est imposée, toutes les normes qui sont imposées aux RPA, presque comme si c'était des CHSLD, alors qu'ils n'en sont pas. Puis, tout l'aspect de soins ou de soutien que les propriétaires de RPA ne sont pas censés payer de leur poche, mais souvent, par manque de collaboration avec le CIS ou les CIUS, ça arrive que les RPA sont obligés de compenser. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a une étude très fouillée qui a été rendue publique lundi sur le sujet. Alors, il y aura au moins un petit point à améliorer là, dans des amendements qui seront proposés du côté des RPA. Alors, là-dessus, Madame la Présidente, je vais conclure et puis j'espère qu'on aura de bonnes discussions pour protéger le plus possible la population québécoise, notamment les aînés. Merci beaucoup.